Alors, les frontières fantômes, si on on les définit de la façon la plus succincte possible, on pourrait dire que c'est des traces laissées par d'anciennes frontières politiques en général, qui sont des frontières révolues, qui n'existent plus. Mais ces traces restent dans les sociétés contemporaines. Alors, sous quelle forme peut-on repérer ces traces? On peut les repérer sur des cartes. Je suis géographe, donc c'est d'abord sur les cartes, d'une certaine façon, que je les ai vues. Sur des cartes, par exemple des cartes électorales, ou des cartes sur des pratiques ordinaires. Par exemple, comment on modernise sa maison, ou comment les enfants sont scolarisés. Est-ce qu'ils sont scolarisés dans des systèmes généralistes, enfin ils font des cursus secondaires plutôt en enseignement général ou plutôt en enseignement technique. Alors, donc on peut les repérer sur des cartes avec des indicateurs comme ça, ou on peut les repérer dans le paysage sous la forme, par exemple, l'architecture baroque, par exemple, qui va marquer certains territoires. Donc, on repère ces traces sur des cartes ou dans les paysages, donc des traces spatiales de frontières qui n'existent plus. Alors, j'ai développé ce concept en travaillant sur l'Europe centrale et orientale. Parce qu'il faut se souvenir que l'Europe centrale et orientale est un territoire qui est passé, disons, au cours du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle, et encore d'ailleurs même à la suite de la Seconde Guerre mondiale, d'une organisation par des empires qui donc structuraient l'ensemble du territoire, grosso modo l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, qui se partageaient cette Europe centrale et orientale, et l'émergence progressive de territoires, d'États-nations, qui, notamment, à la faveur de la Première Guerre mondiale, des traités de paix de la Première Guerre mondiale, vont apparaître, donc, par exemple, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, ou des États qui se recomposent, comme la Roumanie, ou même l'Ukraine dans le sillage de la Révolution russe. Ces territoires nationaux donc, sont constitués, d'une certaine façon, par des morceaux d'empire. Par exemple, prenons la Pologne. On a 3 grands morceaux. On a le morceau de l'Empire russe, le morceau de l'Empire allemand, le morceau de l'Empire austro-hongrois, notamment de l'Empire autrichien. Et sur des cartes contemporaines, tout à fait contemporaines, je prenais l'exemple par exemple des cartes électorales, on voit réapparaître de façon très spectaculaire le partage, les traces de ce partage de la Pologne tout au long du XIXe siècle entre ces 3 empires, c'est-à-dire qu'on vote différemment selon que ces territoires ont été historiquement russes, allemands, autrichiens. Et c'est tout à fait spectaculaire, et donc on essaie d'essayer de comprendre ça. Alors ces différences, ces traces des empires dans les sociétés contemporaines ont été étudiées, et notamment étudiées en sciences politiques, en économie, pour essayer de comprendre ces différences. Et elles se sont souvent adossées à un travail qui a été extrêmement cité et qui a eu une importance très importante dans les sciences politiques nord-américaines, qui est le travail de Robert Putnam, qui a publié donc, dans les années 80 un ouvrage qui s'appelle « Making Democracy » à propos de l'Italie, et qui explique les différences entre les efficacités des administrations régionales qui étaient apparues à la faveur de la régionalisation du territoire politique italien, qui explique les différences d'efficacité entre le nord, le centre d'Italie et le sud de l'Italie, en faisant remonter ces explications à l'établissement au XIVe siècle, enfin à partir dès le XIIe siècle, mais au XIVe siècle, de systèmes politiques très différents, grosso modo les communes, les municipalités libres au nord, le royaume de Sicile au sud, et qui auraient, dans son système théorique, construit des civilités ou des modes de comportement civique qui se seraient transmis dans la très longue durée, donc là en remontant sur plusieurs siècles, dans les comportements contemporains. Alors cette idée qu'on aurait que des systèmes culturels ou des systèmes politiques qui s'établissent, pas des systèmes politiques, mais des systèmes culturels, des manières de faire, des manières d'être, qui s'établiraient à un moment, qui se cristalliseraient à un moment politique dans le passé, et qui ensuite se transmettraient dans le passé, dans la période présente,
dans des mentalités, dans des institutions formelles ou informelles, dans des habitus. Cette idée-là, elle est très présente dans certains travaux scientifiques et elle est aussi présente dans nos représentations ordinaires des différences culturelles en Europe et pas seulement. Et donc, l'idée de frontières fantômes, c'est d'aller un peu contre ce schéma, c'est-à-dire en essayant de montrer que les différences entre les sociétés ne viennent pas seulement du passé, mais qu'elles viennent du sens que les sociétés donnent au passé et que donc on ne peut les comprendre qu'au regard d'enjeux du présent et de rapports au futur. C'est ce qui m'a fait dire, de façon un peu synthétique et un peu provocatrice, mais je crois assez juste, que les traces du passé viennent aussi du futur. Les traces de ces frontières historiques qui n'existent plus dans l'espace politique, mais qu'on voit réapparaître dans les cartes des pratiques sociales, eh bien, ces traces viennent du passé en partie, oui c'est vrai, d'expériences qui sont accumulées dans le temps, mais viennent aussi du sens qu'on leur donne et donc d'enjeux du futur. Voilà. Alors elles ne sont pas nécessairement religieuses, mais elles peuvent l'être. Alors peut-être pour donner un exemple plus familier et qui permettra de comprendre comment elles peuvent s'inscrire dans l'espace religieux. Le religieux s'inscrit dans l'espace, il participe de configurations spatiales et donc on va le voir se traduire dans l'espace. Peut-être rappeler l'exemple des territoires, des anciens territoires de l'Empire romain germanique, où s'établit au XVIe siècle, au moment du conflit entre les protestants et les catholiques, la doctrine du cuius regio eius religio, tel prince, telle religion. C'est ce qu'imposent les princes protestants à l'Église catholique, et qui est l'idée donc que le choix de la confession n'est pas le fait des individus, mais est le fait du prince et des territoires dans lesquels ils s'inscrivent. C'est la mise en place progressive au cours du XVIe, XVIIe siècle de la carte politique et sa traduction religieuse. On en trouve les traces encore aujourd'hui, c'est-à-dire que dans l'Allemagne réunifiée à partir donc de la fin du XIXe siècle, de 1870, on va encore aujourd'hui trouver une géographie des confessions qui est en fait calée sur cette géographie politique d'avant la réunification. Voilà. Donc on voit ici typiquement les traces de ce passé politique dans la géographie religieuse. Voilà. Mais je vous disais tout à l'heure que l'intérêt du concept de frontières fantômes, c'est de montrer que les traces du passé ne viennent pas seulement du passé, mais viennent aussi d'enjeux du présent et de rapports au futur. Et en fait, ces traces religieuses, on peut prendre quantité d'exemples où en fait elles vont apparaître, disparaître, réapparaître. Et quand la métaphore du fantôme, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'un fantôme, c'est à la fois un corps venu du passé, ça a une corporéité, ça a une dimension quasi physique qui vient du passé. Et puis ça relève aussi de l'imaginaire. On ne sait jamais quand on voit un fantôme ce qui relève de l'imaginaire et ce qui relève de cette figure du passé. Et en fait, c'est de ce point de vue-là que c'est intéressant, y compris pour traiter des questions religieuses. Alors, je voudrais peut-être citer un exemple pour essayer d'illustrer cela, qui vient de l'introduction de la thèse d'Anna Lippard, qui est une sociologue de la culture, qui avait fait sa thèse au début des années 2000 sur la mémoire juive de Vilnius. Et elle raconte dans l'ouverture de sa thèse que quand elle est arrivée à Vilnius, elle a occupé pendant plusieurs mois un appartement qui donnait sur une aire de jeu dans laquelle elle voyait les enfants jouer quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle se rende compte et qu'elle apprenne un peu de façon fortuite que cette aire de jeu était installée sur l'emplacement d'une des plus grandes synagogues de Vilnius. Là, typiquement, la trace du fantôme avait complètement disparu. C'est-à-dire que, alors évidemment, elle a disparu sous l'effet de la Shoah et de l'extermination des populations juives. On est dans un cas extrême. Elle a aussi disparu sous l'effet du tabou pendant la période soviétique, qui fait que la mémoire s'en est perdue. Et en fait, cette mémoire,
cette mémoire de la présence juive dans tous les territoires d'Europe centrale, disons, en allant de la mer Baltique à la mer Noire, qui correspondent à un territoire de présence juive historiquement installé du temps de l'Empire russe par ce qu'on a appelé la zone de résidence, qui avait été imposée aux populations juives, qui fait qu'il y avait des populations juives en milieu rural, en milieu urbain. Cette présence, elle réapparaît à la faveur de la sortie du communisme et de la prise de conscience croissante par les sociétés de la perte irrémédiable que représente la disparition de cette présence juive dans leur ville. Donc des villes qui étaient comme Vilnius, comme Tchernaoutz ou Tchernovici, comme Łódź, qui étaient des villes juives, sont devenues des villes polonaises, lituaniennes, ukrainiennes, par disparition de ces populations. Ce passé était en partie invisible, il réémerge parce que tout d'un coup, il reprend sens pour ces populations. Donc on a un fantôme qui réapparaît. On a quantité d'exemples de ces phénomènes de disparition, apparition, aussi de ces démarches d'effacement des traces du passé. Alors là, on pourrait prendre un autre exemple, qui est aussi un exemple tragique, qui est l'exemple de la guerre de Yougoslavie, où le nettoyage ethnique s'est accompagné d'un nettoyage confessionnel et religieux, par donc destruction. Alors si on prend le cas de la Bosnie, ce sont des centaines de mosquées d'églises catholiques, même certaines églises orthodoxes, qui ont été détruites, puisque les mosquées étaient rattachées aux musulmans, les églises catholiques aux croates, les églises orthodoxes aux serbes. Et donc dans le contexte de la guerre, les acteurs nationalistes ont détruit ces bâtiments. Donc on a une forme de disparition à un moment donné de ces traces. Et puis on a reconstruit. Et là, la théoricienne de la culture américaine, russo-américaine, Svetlana Boym, parle de nostalgie et de nostalgie restauratrice, c'est-à-dire qu'en contestant l'ordre yougoslave et sa mixité ethno-nationale et religieuse, et en voulant réimposer un schéma nationaliste articulé aux religieux, on va reconstruire des bâtiments religieux conformes à la nouvelle carte des nationalités qui s'est dessinée dans la guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments qu'on reconstruit, finalement, ne vont pas reprendre les architectures traditionnelles musulmanes, catholiques ou orthodoxes de la tradition balkanique, mais vont, du fait aussi des financements extérieurs et de l'interventionnisme extérieur, s'inspirer d'architecture russe pour les orthodoxes, baroque, centre-européenne pour les églises catholiques, arabe pour les mosquées financées notamment avec l'argent du Golfe. Et donc apparaissent dans l'espace tout d'un coup les fantômes, mais des fantômes qui ne sont pas ceux finalement de l'histoire religieuse de cette région, mais plutôt quelque chose qui rejoue malheureusement une sorte de choc des civilisations au niveau local par invention de traces qui sont réinscrites dans un nouveau sens et dans un nouveau récit politique. Donc ces traces, maintenant, quand vous regardez les cartes confessionnelles et les paysages de la Bosnie, eh bien, elle s'est complètement redessinée. Et c'est un passé réinventé. D'une certaine façon, c'est une tradition réinventée. On pourrait s'inspirer aussi du travail de Marie-Claire Lavabre sur la mémoire, qui disait que la mémoire n'est pas un poids du passé, mais un choix du passé. Et là, on voit très bien comment les sociétés choisissent le passé qu'elles veulent réactualiser. Alors là, l'exemple que je viens de vous donner est un exemple extrême, mais il est très emblématique de la manière dont le passé réapparaît dans les sociétés contemporaines. Alors effectivement, dans le surgissement médiatique de l'Ukraine à la faveur de l'agression russe,
et de la guerre, on a beaucoup parlé dans la presse des traces du passé dans l'espace ukrainien. Et on a beaucoup convoqué l'histoire pour expliquer les différences observables dans les cartes politiques, dans les cartes électorales ou dans les cartes aussi confessionnelles et religieuses de l'Ukraine. Grosso modo, si je restitue un peu ce discours, qui est un discours qui aurait une Ukraine de l'Est, une Ukraine de l'Ouest, une Ukraine nationaliste ukrainienne et une Ukraine roumanophone, et donc qui remonterait à l'histoire de la composition de ce territoire, qui est, à la manière de tous les territoires de la région, recomposé à partir de morceaux d'empire. Alors, je pense que la notion de frontière fantôme nous permet de réfléchir à tout cela de manière plus subtile et aussi de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, les traces du passé, elles sont évidentes et elles sont manifestes dans l'espace ukrainien. Je dirais la trace la plus visible et la plus repérable est celle d'une frontière politique qui était encore là, qui traversait l'Ukraine encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qui séparait les territoires donc ukrainiens qui, dans l'entre-deux-guerres, ont été donc incorporés dans l'Union soviétique, et puis les territoires de l'Ouest, à l'ouest d'une petite rivière qui s'appelle le Zbruch, et qui étaient des territoires qui étaient polonais dans l'entre-deux-guerres, et qui, avant la Première Guerre mondiale, donc à l'époque où la Pologne n'avait pas encore réapparu sur la carte, appartenait à l'Empire austro-hongrois. Donc c'est la fameuse Galicie, la ville de Lviv, dont on parle régulièrement, et qui s'appelait Lemberg à l'époque. Et donc voilà, donc là on avait une frontière qui est relativement stable et durable, et qui disparaît dans la carte politique au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, quand on retrace les frontières, notamment sous la pression de Staline, on va incorporer à l'Union soviétique et à l'Ukraine, enfin à l'Ukraine soviétique, à la République soviétique d'Ukraine, cette Galicie orientale qui n'avait pas appartenu à l'Ukraine précédemment. Alors, ce territoire de l'Ouest, on va le voir réapparaître d'abord dans la géographie religieuse, puisque on est grosso modo dans l'espace de l'orthodoxie, de la chrétienté d'Orient, on est complètement à l'est de la ligne du grand schisme de 1054, donc on est dans l'espace de l'orthodoxie, mais du temps où cette région s'est retrouvée incorporée dans l'Empire austro-hongrois, l'Autriche a travaillé à intégrer les églises de cette région sous l'autorité du pape, et donc on en a fait ce qu'on appelle l'église uniate ou gréco-catholique. Donc c'est-à-dire on est dans des églises qui sont de rite oriental, mais qui sont sous l'autorité papale, donc de la chrétienté d'Occident. Cette église, elle va être extrêmement combattue par le communisme, sous Staline, mais après, c'est l'église certainement la plus combattue au sein de l'Union soviétique, à la différence de l'église orthodoxe, parce que considérée comme agent de l'étranger. Et donc, elle disparaît et elle réapparaît à la faveur, elle réémerge, donc on voit réapparaître un clergé gréco-catholique et uniate à l'ouest, mais pas seulement, parce que finalement les fidèles de cette région vont pouvoir se reconnaître dans l'église orthodoxe normale. Voilà. Donc là, on a disons, une trace d'une frontière fantôme, voilà, qui va se retrouver, par exemple, dans les cartes électorales jusqu'en 2010 au moins, où on voit un vote qu'on va dire rapidement pro-européen, beaucoup plus fort que dans d'autres régions de l'Ukraine. Sur le reste de l'Ukraine, qui est la plus grosse partie du territoire, on oppose régulièrement dans les explications une Ukraine plus russophone et une Ukraine plus ukrainophone. Les régions de l'Est et du Sud-Est sont des régions où le russe est en général la langue des familles, la langue maternelle, la langue
la plus pratiquée dans l'espace privé, alors que l'ukrainien peut l'être davantage, notamment dans les campagnes, dans les régions plus à l'ouest. Et ces cartes-là ont été régulièrement rapportées aux cartes électorales, puisque, par exemple, aux élections de 2010, aux élections présidentielles de 2010, le Parti des régions a obtenu ses scores les plus forts dans les régions dites russophones que dans les régions dites ukrainophones. Ça, c'est une lecture d'une certaine façon qui fige les espaces et qui considère qu'il y aurait des différences fondamentales. En fait, quand on connaît bien les sociétés ukrainiennes, tous les experts et les connaisseurs, les historiens, les sociologues qui connaissent l'Ukraine, rappellent toujours en permanence que c'est un pays d'abord du bilinguisme généralisé, c'est-à-dire que l'on se définisse comme russophone ou même comme russe, ou comme ukrainien ou ukrainophone, on pratique couramment les deux langues. Dans l'espace public, on saute d'une langue à l'autre. C'est très courant dans tous les pays de la région. Je connais bien la Moldavie, c'est aussi la même chose. Quand vous êtes en Moldavie, on vous adresse la parole en russe. Si vous signalez que vous ne connaissez pas le russe, c'est mon cas, je parle le roumain, hop, votre interlocuteur bascule automatiquement dans le roumain sans aucune difficulté. Donc on circule comme ça entre les deux langues. Donc il n'y a pas véritablement d'opposition. Et c'est cette distinction dans les cartes électorales entre l'Ukraine pro-russe, entre guillemets, et l'Ukraine, disons, pro-européenne, donc qui votait pour des partis pro-européens, on voit tout de suite qu'elle ne correspond à plus rien dès lors que l'Ukraine se retrouve agressée par la Russie. Et les cartes électorales suivantes et l'élection de Zelensky voient totalement disparaître cette différence. C'est-à-dire que cette différence qui faisait sens encore au début des 2 années de 2010, parce qu'il y avait un enjeu politique qui tournait autour de la place du russe dans l'espace public, la place du russe et de l'ukrainien dans l'espace public, et notamment dans les administrations, et qui correspondait aussi à des formes de réseaux sociaux, de réseaux familiaux, de loyauté politique, donc qui correspondaient, disons, à certaines pratiques et à certains enjeux du moment. Au moment où l'Ukraine se retrouve agressée par la Russie et mise en danger par cette agression et par la guerre, disparaît totalement. C'est-à-dire que les électeurs vont se mettre à voter indifféremment à l'est et à l'ouest de cette discontinuité qu'on voyait dans les cartes précédentes, parce qu'ils refusent le futur que veut leur imposer Poutine, et donc s'affirment comme en défense de leur autonomie et de leur autonomie de l'Ukraine. Et donc ça s'est traduit dans les cartes électorales, et puis ça se traduit, on le voit, dans la résistance massive opposée par la société à cette invasion russe, y compris par les russophones, qui sont les premières victimes de cette guerre, et qui ne s'identifient pas comme pro-russes d'un point de vue politique, mais bien comme défenseurs de leur autonomie à l'égard de la Russie. Dans la sphère religieuse, ça a aussi des traductions, c'est-à-dire que donc avec l'indépendance de l'Ukraine, à partir de 1991, on voit émerger au sein de l'orthodoxie, qui était traditionnellement rattachée depuis le XVIIe siècle au patriarcat de Moscou, on voit apparaître une revendication politique venue, enfin en tout cas des politiques, d'affirmation d'une église orthodoxe autocéphale, donc qui serait une église relevant non plus ne reconnaissant plus le patriarcat de Moscou comme son autorité directe, mais affirmant le patriarcat de Kiev. Bon, cette idée, finalement, elle fait son chemin en termes très conflictuels, parce qu'en fait, il y a des conflits de pouvoir entre des réseaux cléricaux. Elle fait son chemin, mais finalement, elle ne bouleverse pas la pratique religieuse. Les fidèles se reconnaissent avant tout comme orthodoxes, et souvent ils ignorent un peu, même si leur paroisse relève du patriarcat de Moscou ou du patriarcat de Kiev. Bon, dans le contexte de la guerre, là, on voit des paroisses
et des fidèles qui refusent l'autorité du patriarcat de Moscou, puisqu'on sait que le patriarche Cyril a pris position pour l'agression russe, a repris le discours de la propagande russe. Et évidemment, pour beaucoup de fidèles, cette autorité s'est trouvée directement mise en question, alors qu'elle ne l'était pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que, encore moins qu'ailleurs, les identités à la fois religieuses, confessionnelles, parce que c'est confessionnelles, politiques, linguistiques, ne sont jamais monolithiques. On peut être russophone, reconnaissant le patriarcat de Moscou, et s'identifier avec l'Ukraine. On peut être ukrainophone, reconnaissant le patriarcat de Moscou et se reconnaissant une identité ukrainienne. Voilà, on peut avoir toutes les combinaisons possibles, puisqu'il n'y a pas nécessité d'avoir un chevauchement strict. Et là, dans le contexte de la guerre, finalement, des hybridités très naturelles qui faisaient qu'on était russophone, se reconnaissant même se reconnaissant comme russe, mais d'identité, de nationalité ukrainienne, et bien tout d'un coup là, ça crée des déchirures. Et là, ça fait disparaître ces fantômes qu'on voyait apparaître sur les cartes électorales ou sur les cartes confessionnelles. Et voilà, donc là, on voit très bien la fluidité de ces fantômes, c'est-à-dire ils apparaissent, ils peuvent disparaître, et là, ils disparaissent dans le contexte où l'enjeu politique majeur est celle du futur démocratique et indépendant de l'Ukraine.